ce sont Guillaume Bocadi. Bienvenue. Bonjour à vous. Je remercie Sensity de m'inviter ici. Je suis heureux de vous présenter les pouvoirs de la neurosthétique, c'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que je vais vous présenter exactement? C'est comment notre environnement, un écosystème et plus particulièrement une œuvre d'art peut interférer et modifier, transformer votre cerveau, votre corps et modifier vos comportements. Voilà, alors en fait, toutes les œuvres d'art sont intéressantes, bien sûr, mais toutes les œuvres d'art ne font pas du bien. Le bien-être, c'est un autre registre. Semir Zekir a fait une étude sur deux artistes, notamment Lucian Freud, je ne sais pas si vous connaissez, et Jean-Dominique Ingres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les œuvres de Lucian Freud ont tendance, pas pour tout le monde, là en grande partie, active l'amygdale et des zones liées à la peur. Voilà, le bien-être, c'est quelque chose qui est spécifique. Alors, et puis, pour ceux qui ne le savent pas, la neurosthétique appliquée, ce n'est pas de l'art-thérapie. La thérapie consiste à réaliser des ateliers dans des lieux de santé, comme ça se fait beaucoup maintenant en France. Et la neurosthétique, c'est de proposer vraiment des œuvres qui vont contribuer au bien-être des regardants. L'art produit des effets spécifiques. Vous avez ici une petite introduction de Ramachandran qui explique que la symétrie va activer vos deux cerveaux en même temps. Et en fait, ceci pour vous dire que les expériences esthétiques vécues ne sont pas anonymes et préconisent des interactions spécifiques par rapport aux expériences sensorielles proposées. Une œuvre d'art crée une élaboration mentale, contrairement à un objet, c'est-à-dire qu'elle impose une élaboration mentale. C'est Eric Kandel, qui est prix Nobel de santé dans les années 2000, qui l'explique à travers une de ses études. Ça veut dire quoi? Ça a beaucoup d'implications, c'est-à-dire quand vous regardez une œuvre d'art, vous réveillez votre idée de l'art, qu'est-ce que c'est l'art pour moi, etc. Donc vous allez élaborer quelque chose. Quand vous regardez les nuages, vous pouvez imaginer des choses, mais vous n'avez pas la même introspection, parce que vous savez que ce sont des nuages. Le beau en tant que valeur empirique, alors là, dans le monde de l'art, c'est détourné de l'idée du beau, mais il ne s'agit pas de beau en termes d'objectivité, bien sûr, il s'agit de beau de façon empirique, c'est-à-dire la reconnaissance du beau. Je voudrais parler de Semir Zeki qui toujours a étudié cette question et acte que le beau, la reconnaissance du beau, active le cortex orbitofrontal médian et que cette zone a un lien mémoire-codé, un lien avec les zones destinées au désir, à l'amour, au sentiment amoureux. Et donc c'est très intéressant parce que quand on reconnaît le beau, on va se trouver dans des dispositions spécifiques qui sont assez similaires à celles que vous avez vécues quand vous avez été amoureux. Je voudrais parler d'Oliver Sacks. Oliver Sacks qui, lui, a fait des expériences sur lui-même avec la musique et qui,
finalement acte que quand on aime une œuvre, quand on l'apprécie et quand on la reconnaît, on va avoir une activité cognitive plus importante, parce que si on n'aime pas une œuvre, etc., s'il n'y a pas de capacité sensorielle dans une œuvre, on va tout simplement passer à côté, c'est-à-dire de ne pas avoir d'activité, ou très peu. Moi, et ça c'est personnel, mais le beau propage l'amour et la paix dans le monde, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un lien entre l'amour, le désir et le beau. Et comme disait Dostoïevski dans l'adolescent, le beau est lié à la faculté de s'émerveiller du monde. Et c'est intéressant parce que Chatterjee, lui, explique que les gens qui ne sont pas prêts à apprécier les œuvres, ce sont des gens, non pas qui connaissent l'art ou pas l'art, contrairement à ce qu'on imagine, mais c'est lié à notre capacité à vivre des aventures. Quelque chose de Monsieur le Marquis, nous ne regardons pas une œuvre d'art comme un objet, nous regardons une œuvre d'art comme une personne. C'est-à-dire qu'elle produit les mêmes effets que quand on regarde une personne que l'on aime, si on apprécie l'œuvre d'art. Et donc ça c'est intéressant parce que elles activent des neurones miroirs qui sont les mêmes que ceux qu'on active quand on regarde une personne que l'on aime. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement que l'art peut diminuer notre sentiment de solitude et lutter contre l'isolement social. Vous avez ici des représentations, ce sont toutes des œuvres in situ que j'ai réalisées, donc les formes douces, courbes, il y a un mouvement de l'œil circulaire, sans angle, sans ligne agressive, et donc ce sont des paramètres qui vont favoriser le bien-être des regardeurs, avec des formes déliées des règles de la pesanteur, des formes évanescentes, qui vont apaiser et réduire notre anxiété. Le mouvement est intéressant aussi, il va permettre de favoriser l'activité de circuits dopaminergiques. Les transparences et glacis, pour ceux qui ne connaissent pas, les glacis sont des superpositions de couches transparentes qui donnent une douceur et une profondeur couleur. Et bien en fait, il semblerait que ça permet d'activer des circuits dopaminergiques. Voilà. Donc toujours dans la transparence, l'histoire de glacis, ça active des circuits dopaminergiques. C'est Ramesh Chandran qui parle de sublimer le réel, c'est-à-dire quand on se trouve par exemple devant une céramique émaillée, on va sublimer le réel parce qu'on fait plus que la nature, et donc ça va favoriser une activité qui va aider à éprouver du plaisir. Les œuvres peuvent développer une empathie esthétique ciblée, d'après le Marquis. Alors, c'est ciblé, c'est intéressant. J'ai une cliente qui m'avait acheté à Tokyo une œuvre et que j'ai rencontrée récemment, qui m'a expliqué qu'elle elle a fait une fausse couche, et donc ça lui a permis d'accompagner sa difficulté sur ce sujet. Alors, une invitation à la rêverie, onirisme, irréalité, imagination, introspection, c'est-à-dire que quand on regarde une œuvre abstraite, on active un mode par défaut, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui sont innées, comme le soleil au-dessus de votre tête, et des connaissances empiriques qu'on va développer
vivant, et l'art abstrait impose ce mode, c'est-à-dire d'exercer, d'apprendre en regardant une œuvre, parce qu'on ne peut s'empêcher de l'élaborer, comme disait Eric Kandel, et de lui donner une signification. L'art abstrait permet de prendre du recul sur les choses. C'est une étude aussi qui a été faite par de nombreux scientifiques avec Eric Kandel. Donc il est confirmé aujourd'hui que l'art abstrait va permettre de prendre du recul sur les choses qui nous entourent. C'est un paramètre assez important parce que ça veut dire que l'art abstrait peut nous aider, à nous accompagner et à relativiser les choses qui nous entourent. L'art abstrait module de nouveaux neurones dans certaines circonstances, notamment donc, parce que on va réinventer ce que l'on voit. Donc on va faire appel à nos émotions, notre mémoire, et on va recréer ce que l'on regarde. Chatterjee explique que l'art abstrait va permettre d'avoir est plus adapté pour est plus adapté pour une fréquentation longue par rapport à une œuvre. On va regarder un paysage, on va le trouver beau et puis on va s'en défaire, alors qu'une œuvre abstraite va vraiment établir un lien, une relation entre l'œuvre et le regardeur. Voilà, donc je vais aller un petit peu vite parce qu'il me reste peu de temps. Donc activation du cortex cellulaire. Donc là, je vais aborder un sujet intéressant. Donc l'activation du cortex cellulaire, c'est une zone émotionnelle réservée aux objets et qui va inspirer une gratitude face aux objets, une appréciation positive. Et donc là, c'est un extrait d'une étude qui montre que les œuvres activent ce cortex cellulaire. C'est important de réaliser des œuvres immersives et sensorielles, parce qu'elles s'inscrivent dans un parcours, par exemple, c'est-à-dire dans le registre de nos expériences personnelles. Vous avez ici une œuvre qui a été faite dans le cadre des JO. Il y a une immersion, un déplacement, donc ça va aider à s'approprier l'œuvre. Voilà d'autres expériences sensorielles liées à l'immersion ici dans le cadre d'une réputation. Et puis les lignes courbes vont bien sûr détendre, réduire l'anxiété, le stress, etc. L'effet miroir est important, ce sont des émaux, donc le public se voit et se devine, et donc ça va aussi permettre de favoriser l'immersion. Et la lumière. La lumière, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc ce sont des œuvres rétroéclairées avec des émaux, et donc la pupille change, et donc elle va favoriser l'immersion. Notre perception est globale, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas une œuvre par rapport à ce qui se passe autour, et même par rapport à notre culture. Si vous voyez une œuvre dans un musée ou ailleurs, ça va interférer sur votre jugement, et même par rapport à la qualité des gens qui vous entourent. Et là, donc c'est la plus grande peinture du Japon pour le Musée international d'art Miyano-Mori que j'ai réalisé. Vous avez le jugement esthétique, je trouve intéressant sur l'architecture. Donc il y a deux phases. D'abord, les gens vont regarder le bâti, l'environnement naturel et la convivialité, le lien, la cohérence, le lien avec ce qui se passe autour, et comment l'espace est organisé. Et ensuite, ils vont expérimenter en fonction de la richesse des expériences visuelles sensorielles. Est-ce que l'individu veut explorer le lieu? Et en dernier point, est-ce que l'individu se sent bien dans cet espace? Comment il s'approprie, lui, le lieu? Donc on est sur de la convivialité. On l'a vu tout à l'heure, donc les œuvres produisent de la dopamine, elles apportent du plaisir. La dopamine, c'est important parce qu'elle permet de réguler les émotions, notamment, et puis de favoriser une aptitude à survivre les événements.
Elles produisent aussi de la sérotonine, je fais court, hein, c'est-à-dire que la sérotonine, c'est des neurotransmetteurs qui vont produire de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui est cité dans les antidépresseurs, donc ça permet de réduire l'anxiété et d'agir sur votre humeur. Donc vous avez ici les œuvres paysagères. Donc cette sérotonine a beaucoup d'implications et un manque de sérotonine va entraîner dépression, anxiété, irritabilité. L'art agit aussi comme un catalyseur et suscite l'empathie. Alors c'est-à-dire qu'elle produit de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est vraiment très important. On va y arriver. Donc c'est aussi l'art qui permet de favoriser un engagement positif sur le plan émotionnel et puis encourage une action collective en faveur d'un changement positif. L'art diminue les tensions sociales, donc produit l'ocytocine. L'ocytocine, vous allez le voir, donc suscite l'empathie, la confiance, les relations mère-enfant. Et donc c'est très important parce que c'est l'hormone du lien social et du lien conjugal. Et donc l'ocytocine va permettre de réduire les tensions sociales. Elle agit sur l'empathie. Vous avez ici une étude qui a été faite par le musée Miyanomori sur mes travaux qui explique que voilà, il y a des formes, donc ils ont fait des tests, des formes, des lignes, etc. Donc j'ai redessiné un musée et donc la courbe, le fait que les œuvres échappent au cadre de l'architecture vont réduire l'anxiété, réduction du stress. Là je vois rien, donc c'est voilà, donc ça revient un petit peu à tout ce que j'ai dit, 35% face à une courbe de plaisir esthétique, réduction de 18% du cortisol, et donc ça va permettre de relaxer les gens et de rapporter un peu à leur bien-être. Vous avez, donc j'ai voulu vous montrer une étude qui a été faite sur 4 services hospitaliers en Allemagne, une mise en couleur, et donc sur un an. Et ils ont vu que ça permettait de diminuer les médicaments à 35% et il y avait 30% d'arrêt maladie en moins. Et puis ensuite, bien sûr, pour les seniors, c'est pour moi un sujet important. J'ai été élevé en partie par mon arrière-grand-mère. Et donc l'art va permettre aux personnes âgées de vivre mieux et en meilleure santé. En gros, notre perception globale et le lieu est associé à l'œuvre est associée au lieu. Elle humanise les lieux. Je vous remercie.